Donc bonjour à tous, je suis Mylène Cardona, chargée de valorisation statistique à la direction régionale de l'INSEE Occitanie. Merci d'assister nombreux à ce deuxième webinaire qui fait partie du cycle de conférences Apprendre avec l'INSEE, organisé dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc on est ensemble pendant 1 heure avec une présentation d'une quarantaine de minutes environ, qui sera suivie par un temps d'échange si vous avez des questions ou des demandes d'éclaircissement. N'hésitez pas à poser également vos questions dans le chat, on tâchera d'y répondre à la fin. Pensez s'il vous plaît donc à éteindre vos micros, à ne pas faire de capture d'écran ou d'activer le partage d'écran parce qu'on risquerait d'avoir des petits soucis techniques. Donc de toute façon, la séance est enregistrée. Il y aura un replay qui vous sera transmis ultérieurement, ainsi que le diaporama qui va vous être présenté. Donc aujourd'hui, on va parler de l'éducation à l'information, comprendre un chiffre pour mieux s'informer. Alors pourquoi cette thématique? Eh bien parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs, de l'intelligence artificielle, comment savoir qu'une information est fiable? Comment discerner le vrai du faux dans ce paysage bouillonnant où l'information circule toujours de plus en plus vite? Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, on va vous présenter de façon alors non exhaustive, bien sûr, les bons réflexes à adopter pour développer un regard critique et bien interpréter un chiffre. Mais un chiffre, ça peut aussi être présenté visuellement et parfois de façon trompeuse. Donc c'est ce qu'on verra à travers quelques exemples issus de différentes sources d'informations. On définira également quelques concepts statistiques avant de conclure sur les ressources pédagogiques qui sont à votre disposition. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse en compagnie de mon collègue. Oui, bonjour, Nabil Mounchit, chef de projet de l'INSEE Occitanie. En propos liminaire, effectivement, les chiffres font partie de notre quotidien. Les chiffres sont partout, pourrait-on dire, et quoi de mieux que de commencer par une citation de d'Alfred Sauvy, le célèbre démographe, également économiste, statisticien et sociologue, qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire. Alors effectivement, dans le débat public, nous sommes inondés de chiffres, que ce soit des chiffres économiques qui portent sur le chômage, l'inflation, sur la pauvreté, mais également des chiffres plus anodins sur les soldes ou sur des classements, des résultats sportifs. Bref, au milieu de cet écosystème foisonnant, il convient de développer des réflexes que nous allons tenter de d'esquisser dans cette présentation. Alors, tout d'abord, les chiffres, ils ont un certain pouvoir en fait. Ils ont avec eux la symbolique scientifique. Du coup, ils donnent une image de sérieux et de rigueur. Donc, c'est souvent souvent dans les débats télévisés, on a affaire à des intervenants qui mobilisent souvent énormément de chiffres pour appuyer leur argumentaire. Donc, ils sont souvent mobilisés pour convaincre, mais également pour interpeller l'opinion et susciter l'intérêt général. Donc là, en bas, on a mis quelques exemples de d'études INSEE qui ont été reprises par la presse nationale, hein, sur des sujets aussi variés que l'espérance de vie, ou alors sur des focus sur le patrimoine des Français, ou encore sur la pauvreté. Donc il y a un certain nombre de sujets qui interpellent l'opinion publique, et l'INSEE a pour mission notamment d'éclairer le débat et de diffuser avec transparence ces données. Mais parfois, les chiffres auxquels nous sommes confrontés peuvent être contradictoires. Donc, quand on a affaire à un même phénomène et à deux données divergentes, on est en droit de se poser des questions. On peut se demander si le chiffre est juste, s'il est faux. Mais parfois, ça peut cacher d'autres subtilités. Par exemple, si on prend l'exemple du nombre de manifestants lors d'un événement, par exemple sur les réformes des retraites, on a souvent le nombre de manifestants selon l'angle de la police ou alors selon l'angle des manifestants. Et là, ce qu'on voit, c'est que un chiffre, il doit être contextualisé. Donc là, en l'occurrence, il y a un positionnement où, en général, les manifestants tendent à surestimer un petit peu le nombre de manifestants, tandis que la police a tendance parfois à peut-être le minimiser. Et
Et souvent, parfois, l'attitude de sagesse est de se dire que probablement que la vérité est entre les deux, si tant est que qu'on puisse estimer précisément le nombre de manifestants lors de ces événements. Sinon, il y a un autre point auquel il faut être attentif, c'est par exemple sur les chiffres du chômage. On peut avoir des données de l'INSEE sur le chômage, mais qui contredisent ou qui divergent par rapport à ceux de France Travail. Donc là, dans ce cas de figure, ça ne veut pas dire que l'une des données est fausse ou l'autre vraie, c'est qu'en fait, on a affaire à une différence de concept. C'est qu'en fait, le taux de chômage diffusé par l'INSEE, c'est un taux de chômage au sens du BIT, du Bureau international du travail, qui est une norme internationale qui repose sur une enquête et que donc la méthodologie est différente des chiffres de France Travail qui sont plutôt des données administratives qui sont relatives au nombre de chômeurs inscrits sur les listes, donc les chômeurs de catégorie A. Donc il convient quand on a affaire à un chiffre, c'est de savoir quelle est sa source, quelle est la méthodologie, quels sont les concepts, quels sont les concepts et quelle est la définition du chiffre auquel on a affaire. Donc c'est très important de contextualiser une donnée, mais également d'avoir à l'esprit que certains phénomènes peuvent être mesurés de différentes manières et que c'est pas exactement la même chose qu'on mesure dans un cas ou dans l'autre. Alors, on vit à l'ère du numérique, hein, comme vous le savez bien, et les jeunes sont particulièrement exposés à l'information. Et selon une étude récente de l'INGEP, hein, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, donc une étude, enfin un sondage de 2024, 53% des 15-30 ans s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc on se rend compte que les réseaux sociaux ont fortement rebattu les cartes du paysage médiatique, contribuant à éclater les canaux d'information. Donc on peut voir que les réseaux sociaux sont fortement mobilisés par les jeunes, suivis ensuite des journaux télévisés, des moteurs de recherche, des chaînes d'information en continu, des médias vidéo. On voit dans tout ce panel qu'il y a une forte part de support numérique et que par exemple la presse papier est relayée un peu en queue de peloton. Donc il convient du coup dans cet écosystème fortement bouleversé d'aider le public et plus particulièrement les jeunes à adopter une attitude responsable face à l'information, d'être mesuré, d'être prudent, d'affûter leur esprit critique, bien évidemment, de toujours se saisir d'une donnée, mais de la comprendre et de développer un certain nombre de réflexes qu'on va vous présenter, et évidemment de prendre du recul face à un contenu et de pas se faire la courroie de transmission d'informations qu'on n'a pas vérifiées au préalable. Donc maintenant, je vais passer la parole à Émilie qui va vous présenter un pan de cette présentation sur les modes de représentation des données. Alors oui, effectivement, il arrive qu'on retrouve dans les médias des données qui sont parfois illustrées de façon erronée, voire trompeuse. Alors dans ces deux exemples qui sont tirés d'une chaîne d'information en continu, la représentation visuelle des chiffres n'est pas conforme aux valeurs affichées. Alors rappelons que 26% des 15-30 ans s'informent via des chaînes d'information en continu. Donc à gauche, on a un diagramme circulaire qu'on appelle plus communément un camembert, qui représente la part des personnes interrogées qui soutiennent ou qui s'opposent à la mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites de 2023. Donc on voit que la partie rouge du schéma, qui représente l'opposition au mouvement, couvre une surface supérieure à la moitié du disque, donc supérieure à 50%, alors que la valeur affichée est bien de 48%. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur ou d'une volonté? On peut se poser la question. Même principe à droite, la proportion de personnes qui jugent décevante l'action du président de la République est de 36%, et pourtant, on voit que cette part est représentée par une zone qui couvre la moitié du disque, donc 50%. Voilà. On va rester sur l'exemple du diagramme circulaire, qui n'est pas toujours la représentation la mieux adaptée. Donc, on voit à gauche dans cet exemple, un visuel qui est en 3D. Alors c'est joli, il y a du relief, il y a de la couleur, mais justement ce relief, en fait, il donne l'impression que la tranche verte qui est au premier plan est plus grande que la tranche violette
alors que les valeurs, les pourcentages indiquent le contraire. Alors, d'une manière générale, il est plutôt déconseillé d'utiliser la 3D parce que ça peut fausser, voilà, fréquemment les résultats. On voit à droite, hein, on voit bien qu'avec ce type de graphique, nos yeux ont du mal à évaluer correctement les proportions, alors qu'avec un diagramme en barre, par exemple, l'œil saisit de suite beaucoup mieux l'ordre des données présentées. Donc de toute façon, voilà, lorsqu'on a de nombreuses modalités à représenter, il est toujours préférable de privilégier un diagramme en barre. Alors, outre le choix du type de graphique, hein, on a ici deux exemples où on est sur du diagramme en barre. Alors, c'est une bonne chose, mais le problème, là, c'est le choix de l'échelle qui n'est pas correct et qui influence l'interprétation. Donc, à gauche, on a les résultats d'un sondage sur les intentions de vote au premier tour des présidentielles de 2027. Les chiffres du sondage sont corrects, mais l'échelle du graphique n'est pas la bonne. En fait, l'importance de certains candidats est exagérée ou minorée. Alors, on voit par exemple la part d'un candidat ayant recueilli 6,5% des intentions de vote au même niveau qu'un autre candidat qui en a recueilli 12%. Donc, la règle, c'est que sur un diagramme en barre, les proportions des aires de chaque rectangle doivent être proportionnées à la valeur de la variable qui est représentée. À droite, on est un peu sur le même cas de figure. On a des informations sur le dépistage de la COVID-19 avec le nombre de tests réalisés pour 1000 habitants. Donc, la barre qui représente les 7 tests pour 1000 habitants en France devrait être 3 fois plus petite que celle de l'Allemagne. Or, elle dépasse de la moitié la barre des 21 tests allemands. Or, la conséquence, c'est que ça peut rendre la situation française un peu plus favorable qu'elle ne l'est en comparaison avec les autres pays cités. Alors, dernier exemple de représentation trompeuse où les données utilisées ne sont pas conformes au type du graphique. Alors là, c'est un peu plus difficile à détecter au premier abord, car ces graphiques sont construits sur des données qui ne représentent pas ce qui est annoncé par le titre. En fait, à gauche, on a un titre Évolution annuelle des prix des péages. Et la courbe, en fait, elle est construite avec des valeurs en pourcentage qui ne représente pas l'évolution annuelle des prix, mais l'évolution annuelle des augmentations de prix. Donc cette courbe, elle laisse penser que les prix des péages augmentent, parfois diminuent, alors que les valeurs affichées, les augmentations de prix, elles montrent bien que les prix, ils augmentent tous les ans, ils diminuent jamais. Voilà. À droite, on a la représentation des valeurs du taux de croissance qui laisse croire que la situation de la France en 2021 est à un niveau supérieur à ce qu'elle était avant la crise sanitaire. Or, il n'en est rien. Voilà. Donc, en fait, ces taux de croissance traduisent une évolution du PIB, et c'est bien cette évolution, en fait, qu'il aurait fallu représenter pour se faire une idée de la situation du pays à un moment donné, comme en 2021. Donc, juste pour conclure ces deux premières parties, hein, sur les chiffres, leur représentation, euh, on peut dire que les statistiques ne s'improvisent pas. C'est une science, tout comme la médecine qu'on ne laisse pas exercer à n'importe qui. En fait, les statistiques s'appuient sur des méthodes rigoureuses, documentées et publiques, et les enquêtes, qu'elles soient réalisées auprès des ménages, des entreprises, et l'analyse des données qui en sont issues, s'inscrit dans un temps long. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie du bon usage des statistiques. Mais avant, voilà, quelques mots sur la statistique publique française qui est gouvernée par une organisation ternaire. Alors, le cœur du système, c'est le service statistique public, qui est composé de l'INSEE et des services statistiques ministériels, qu'on appelle les SSM. Donc, chaque grand ministère a son service statistique. On a la DRES pour la santé et le social, la DEP pour l'éducation, vous connaissez, le SSR pour la justice, Agreste pour l'agriculture, etc. Donc, ces SSM travaillent dans un cadre commun qui est coordonné par l'INSEE. Et la statistique publique, elle repose sur des principes forts, tels que l'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques. Et ces principes, ils sont garantis par l'ASP,
l'autorité de la statistique publique. Troisième acteur, on retrouve le CNIS, le Conseil national de l'information statistique, qui est une instance de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Et ce conseil donne des avis sur les projets d'enquête, et ces avis sont nécessaires pour qu'une enquête obtienne un label d'intérêt général et de qualité statistique, avec proposition ou non du caractère obligatoire. Donc, en dehors, au-dessus, on retrouve Eurostat, qui lui est l'Office statistique de l'Union européenne, et son rôle est de coordonner le système statistique européen, d'harmoniser les méthodes, les pratiques, les définitions, les concepts, et de publier des statistiques comparables entre pays européens. Donc l'INSEE est l'interlocuteur national d'Eurostat, qui lui transmet les données françaises et qui applique les règlements statistiques européens. Donc on voit bien à travers ce schéma que l'INSEE occupe une place centrale, mais que la statistique repose sur une organisation collective. Donc à présent, on va voir comment exercer son esprit critique pour ne pas tomber dans le piège des fausses informations, des fake news. Les jeunes s'informent principalement sur les réseaux sociaux et on sait que ces derniers sont à la fois une véritable source d'information, mais également un terreau fertile pour la propagation de fausses informations. Alors, ce ne sont que des astuces, mais en fait, ce sont des questions à se poser pour ne pas tout prendre pour argent comptant et surtout éviter aussi de relayer des informations douteuses. Voilà, donc on se méfie toujours du bouche à oreille, on se pose la question comment cette information m'est parvenue. Voilà, on va regarder au-delà du titre. Est-ce que c'est un titre racoleur? Parce qu'il faut avoir conscience en fait que derrière les titres racoleurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des pièges à clics. C'est en fait du contenu qui a pour but d'attirer un maximum de passages d'internautes pour générer des revenus publicitaires. Donc il y a souvent voilà, un intérêt financier par ceux qui publient du contenu. Voilà, faut être très, très vigilant à cela. Donc, on se pose toujours aussi des questions sur la source, qui, où et quand. Il ne faut pas hésiter à aller faire des recherches, hein, utiliser un moteur de recherche pour aller creuser un petit peu. Il faut se méfier des arguments d'autorité. Qui est le spécialiste cité? Là également, ne pas hésiter à aller faire des recherches. On ne partage pas parce qu'on nous demande de partager. Alors ça, c'est souvent en lien avec les titres racoleurs, avec le piège à clic. On va pas voilà, relayer du contenu parce que au bout de 10 partages de contacts, on peut avoir une petite récompense. Bon, voilà, il y a pas mal de petits pièges comme ça dont il faut se méfier. Il faut aussi écouter ses émotions, parce qu'un contenu peut provoquer en nous voilà, des émotions, nous choquer, nous mettre en colère, nous irriter. Donc il faut quand même voilà, s'écouter. Et quelque chose d'important, ne pas hésiter à aller lire les commentaires sur un contenu. Pourquoi? Parce que certains ont déjà pu déceler de l'infox et le signaler. Donc, c'est toujours intéressant d'aller lire les commentaires avant de relayer une information. Donc, on revient sur la source, hein. On n'hésite pas à remonter la source de l'information, d'où vient l'information à la base. On peut aussi croiser les sources. Est-ce que plusieurs sites fiables sont du même avis? Est-ce qu'on retrouve l'information sur des sites quand même de confiance? Et enfin, on peut, si c'est possible, questionner un spécialiste, demander l'avis d'un expert. Donc maintenant, c'est moi qui vais prendre le relais. Donc merci Émilie. Effectivement, après ces tables de la loi et ces bons réflexes face à l'information, donc je vais vous présenter en fait quelques cas d'écoles hein, non exhaustifs parce que la statistique est un vaste territoire. Mais en tout cas, quelques garde-fous et quelques bons réflexes à adopter face à une donnée. Donc tout d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que les données ne sont pas données et qu'elles sont construites. Donc toujours se méfier, il n'y a pas de chiffres providentiels, de chiffres ex nihilo qui tombent du ciel, auquel cas il faudrait s'en méfier.
Donc, un chiffre, il doit être contextualisé. Donc, il doit caractériser un phénomène bien précis. Il doit d'abord être sourcé. Donc, quelle est la source de la donnée auquel on a affaire? Donc, ça peut être une enquête, ça peut être des données administratives, comme par exemple l'exemple qu'on a présenté ici. Donc, on a le taux d'emploi en 2022. Donc, la source de cet indicateur, c'est le recensement de la population. Très bien. Donc, une donnée elle est également identifiée par un champ. Donc, quels sont les individus statistiques que l'on a mesurés? Donc, ici, c'est la population âgée de 15 à 64 ans, mais ça peut être également des logements ou alors des entreprises. La donnée doit être située dans le temps, donc elle doit être inscrite dans une séquence temporelle. Donc, ça peut être une année fixe, comme ici 2022, ou alors si c'est des données en évolution, ça peut être euh, la période 2017-2023. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit située dans le temps. Et il faut également qu'elle soit territorialisée, localisée. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de la France, d'une région, d'une aire d'attraction des villes, d'une zone d'emploi, d'un canton. Donc, toujours avoir un peu ces réflexes pour un peu cartographier une donnée. Donc, la source, le champ, la situer dans le temps et dans l'espace. Et toujours face à un phénomène, bah, se poser la question, quel est le meilleur indicateur qui me permettrait de définir de ce phénomène et toujours se dire que un seul indicateur ne suffit pas. Donc, les indicateurs, ils peuvent recouvrir qu'une seule dimension du phénomène et ne pas hésiter à se questionner sur les indicateurs pertinents à mobiliser. Donc, passer ce préambule, la porte d'entrée, ce qu'on pourrait dire, c'est un peu le cas de la moyenne statistique. Donc en général, quand on a un jeu de données, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est de déterminer sa tendance centrale, un peu voir quelle est la valeur moyenne de ce jeu de données. Euh, Parfois, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on attend. Tout dépend en fait de notre jeu de données, de savoir s'il est égalitaire ou pas. Par exemple, ici, on a un exemple sur la distribution des salaires, les salaires mensuels nets en équivalent temps plein en 2021. Donc, on voit en fait que le salaire moyen de ce jeu de données, de cette distribution, c'est 2524 euros. Mais nous, les statisticiens, on aime bien mobiliser un autre indicateur qui est la médiane. Donc, la médiane, c'est vous avez un jeu de données que vous ordonnez par ordre croissant et en fait, la médiane, c'est la valeur qui coupe la distribution en deux, de sorte qu'il y a 50% de valeur en dessous et 50% de valeur au-dessus. Donc ici, on se rend compte que la médiane, elle n'est que de 2012 euros. Donc elle est particulièrement éloignée de la moyenne. Et ça, c'est caractéristique d'un jeu de données qui est inégalitaire. Parce que si vous regardez en bas sur l'axe des abscisses, on voit que les salaires élevés de 9000 euros ou plus sont assez importants et c'est ce qui fait que la moyenne est tirée vers le haut. Et ça, c'est une des propriétés de la moyenne, c'est qu'elle est sensible aux valeurs extrêmes. Donc, pour peu que vous ayez des valeurs extrêmes dans votre jeu de données, la moyenne, elle va être perturbée, ça va pas refléter la tendance centrale de votre distribution. Auquel cas, on lui préfère la médiane qui, elle, est plus stable et plus robuste. Donc un petit cas pratique qui reprend un peu la même idée. Donc ici on a un exemple de 10 personnes avec un salaire mensuel. Donc on a trois personnes qui touchent 600 euros, deux qui en touchent 800, deux qui touchent 1000 euros, une personne qui touche 1200 euros, une à 1400 et enfin on a une personne qui touche 120 000 euros. Donc, si on veut déterminer la tendance centrale de ces individus, si on calcule le salaire moyen, on est sur 12 800 euros. Donc, on voit qu'en fait, on n'est pas du tout dans le centre du jeu de données. Et en revanche, quand on regarde le salaire médian, il est de 900 euros et du coup, là, on colle davantage à la tendance centrale de la distribution. Donc là, comme vous le voyez, c'est la personne qui touche 120 000 euros qui tire excessivement la moyenne vers le haut et du coup, ce premier exemple pour vous dire qu'il est préférable de mobiliser la médiane. Et si le jeu de données était égalitaire, on aurait une médiane et une moyenne qui seraient très proches, et auquel cas, c'est le signe que notre jeu de données est équilibré.
Autre exemple tiré également des médias, donc là c'est France 2. Donc c'est sur la facture d'électricité, c'est sur des augmentations cumulées sur 5 ans. Donc le journaliste semble nous dire que chaque année, la facture d'électricité des ménages a augmenté de 6%, concluant que cela correspond sur la période à une augmentation de 6 fois 5, 30%. En fait, il faut être particulièrement prudent sur les pourcentages en évolution, parce qu'en fait, c'est pas bon, ce n'est pas juste, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, la facture d'électricité augmente de 6%, donc ça correspond à la multiplication par 1,06, donc c'est un coefficient multiplicateur qu'on compose d'année en année. Donc en fait, si au départ on a une facture de 100 euros et que chaque année on multiplie par 1,06, on aboutit en fait à une augmentation de 33,8% et non 30%. Donc en fait là on a affaire à une augmentation qui correspond à 1,06 puissance 5 et non pas à 6 fois 5, 30%. Donc toujours faire attention au pourcentage en évolution. Alors, on a souvent affaire également à ce qu'on appelle des indicateurs synthétiques. Là, on a pris un exemple qui est issu d'une étude de l'INSEE sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes en 2023. Donc, ce qu'on voit, c'est que en 2023, dans le secteur privé, la différence en revenu salarial annuel entre les hommes et les femmes, la différence de salaire, elle est de 22,2%. Donc ça, c'est au global. Mais en fait, l'étude nous dit que la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail est disparate et qu'il y a certains facteurs qui contribuent à cet écart. Donc, si on neutralise l'effet du temps de travail, donc si on raisonne à temps de travail identique, on voit que cet écart tombe à 14,2%. Donc, pourquoi cet effet du temps de travail? C'est qu'en fait, les femmes sont plus souvent en temps partiel et sont moins souvent en emploi dans l'année. Du coup, ça contribue à tirer le salaire annuel vers le bas. Et également, il y a un autre facteur qui joue dans l'inégalité salariale, c'est l'emploi. C'est que les femmes sont également elles sont moins souvent en emploi dans des secteurs rémunérateurs comparativement aux hommes. Et donc, si on raisonne à emploi comparable, on voit que cette différence tombe à 3,8%. Donc là, tout ça pour dire que ces trois indicateurs sont intéressants, mais qu'il faut avoir à l'esprit que parfois il y a des indices, des indicateurs qui masquent des effets. Et du coup, l'intérêt de cette étude, c'était de montrer sur ces 22% d'écart salarial entre les hommes et les femmes, la part qui est imputable à des temps de travail différents et également sur tout ce qui touche un peu la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire à des emplois qui sont moins rémunérateurs pour les femmes. Donc, autre exemple, c'est, donc on a des données, on a un jeu de données et souvent on aimerait bien les cartographier. Donc sur le site de l'INSEE notamment, on a ce qu'on appelle des zonages. Donc il y a deux types de grandes familles de zonages. Des zonages, c'est des découpages territoriaux, des grilles de lecture. Donc on a les zonages administratifs, donc on a les communes, les départements, les régions, les intercommunalités. Et on a également des zonages d'études qui correspondent par exemple aux zones d'emploi, selon la thématique que l'on veut étudier, les aires d'attraction des villes, les bassins de vie. Et tout cela permet de territorialiser les données. Donc ici, en fait, on a une carte à gauche, une carte régionale qui cartographie le taux d'emploi des 15-64 ans en 2022. Donc on voit par exemple l'Occitanie qui est, euh, qui a un taux d'emploi un peu en retrait, un peu en retrait. Mais à droite, quand on décline cette carte au niveau départemental, on voit que ce découpage, cette échelle géographique macro masque des disparités et qu'en fait, on voit que la situation est beaucoup plus diverse au sein du territoire d'Occitanie et que donc parfois les cartes peuvent masquer des phénomènes si on n'a pas une échelle adaptée ou si on raisonne à une échelle beaucoup trop macro.
et qui masquent des situations et des trajectoires variées au sein d'un territoire. Donc toujours prendre avec des pincettes les échelles géographiques et toujours se poser la question du bon échelon pour identifier des phénomènes. Parce que prendre une échelle trop large peut contribuer à masquer ces phénomènes. Autre précaution d'usage vis-à-vis d'une carte, c'est notamment d'une carte en aplat de couleurs, c'est la constitution des classes. Donc les classes de données, en fait, il y a des méthodes objectives qui permettent compte tenu d'un jeu de données, par exemple, on a des données départementales avec une centaine de valeurs, et du coup, pour les cartographier, il y a des méthodes objectives et rigoureuses qui permettent de constituer ces classes. Par exemple, il y a la méthode dite de Jenks, Jenks, qui permet de créer des classes qui sont homogènes, mais également très différentes les unes des autres. Donc c'est en général celle que l'on privilégie. Mais par exemple, si dans la carte de gauche, on fait des classes à la main, donc en choisissant des valeurs un peu arbitraires ou alors euh, sans méthode rigoureuse, on voit que la carte est complètement différente et qu'elle ne diffuse pas du tout le même message que si on avait mobilisé une méthode standard classique et validée. Donc là aussi, toujours faire attention à la discrétisation des données lors de l'exercice de cartographie. Alors une marotte en statistique, c'est la fameuse phrase qui dit corrélation n'est pas causalité. Donc, il y a toujours, enfin, il y a souvent une confusion entre ces deux notions, entre la corrélation et la causalité. Donc, une corrélation, c'est la mesure statistique, la liaison qu'il y a entre deux variables, qui fait que quand l'une varie, l'autre varie également. Donc, ça peut être une corrélation positive, c'est-à-dire des trajectoires haussières simultanées ou négatives, des trajectoires baissières simultanées, ou quand l'une croît, l'autre décroît. Et il faut la distinguer de la notion de causalité qui, qui, elle, est beaucoup plus difficile à capter en statistique. C'est très, très complexe. Il y a une littérature abondante sur le sujet. Donc, une relation causale, elle implique une variable influence directement une autre variable. Donc, c'est très difficile à isoler. Et j'en veux pour preuve l'exemple qu'on vous a mis sur la slide suivante, un peu, un peu, un peu simpliste, mais ça résume bien l'idée. C'est qu'en fait, on peut constater qu'il y a une corrélation entre les ventes de glace et le nombre de noyades. Donc, quand le nombre de ventes de glace augmente, le nombre de noyades augmente évidemment, pas en même temps. La conclusion erronée serait de dire que bah, les glaces causent les noyades, ce serait fortement gênant. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle en statistique une variable de confusion, c'est-à-dire une variable cachée qu'on n'a pas prise en compte dans notre analyse, qui est ici la température estivale, donc la chaleur, qui fait que l'été, il fait chaud, donc on vend plus de glace, mais également la probabilité de se baigner est plus grande et que le nombre de noyades aussi est plus important. Donc là, c'est un point d'alerte sur la notion de corrélation et de causalité, c'est qu'il y a souvent une variable de confusion qui interfère sur les deux variables et que on peut pas déduire d'une corrélation une causalité et la causalité est très très compliquée à déduire en statistique. Ça mobilise souvent des modèles statistiques complexes type modèle économétrique ou autre. Donc c'est très compliqué. D'autant que les phénomènes sont souvent multifactoriels et qu'il y a souvent des, euh, des variables qui influent l'une sur l'autre. Alors maintenant, nous allons aborder la dernière partie sur les ressources pédagogiques. Donc en 2023, il y a eu un rapport de l'IG, hein, de l'INSEE, euh, sur la culture statistique des Français. Donc l'objectif, c'était un peu de mettre le doigt sur la nécessité de la statistique publique d'accompagner les publics, d'adapter également sa pédagogie aux différents utilisateurs, de sensibiliser
les différents publics à l'importance de développer un regard critique et une culture statistique pour mieux appréhender les enjeux de société. Donc pour cela, l'INSEE développe, elle a tout un processus de production de données, de process qui permettent de garantir la robustesse, la pédagogie, la transparence et la qualité des données. Et pour cela, elle mobilise également différents canaux d'information qu'Émilie vous présentera par la suite. Et elle propose également aussi de proposer des supports à la portée de tous. Et d'ailleurs, cette présentation s'inscrit pleinement dans le cadre de cette aide à la pédagogie de l'INSEE auprès du public. Voilà, donc l'INSEE propose toute une gamme de ressources pédagogiques pour appréhender de façon didactique les grands sujets économiques, sociaux et démographiques, donc destinés aux enseignants, mais aussi aux étudiants, aux élèves et à n'importe qui serait curieux d'aller d'en savoir un peu plus sur ces sujets. Voilà, pour vous montrer un peu l'accès à cette rubrique. Donc, vous voyez la page principale, INSEE.fr, avec quelques indicateurs phares. Et donc, vous avez un menu sur la droite avec une rubrique Découvrir, apprendre, enseigner. Et voilà, on retrouve un peu sur l'image qui est sur le diaporama. Donc, cette rubrique, on va pas rentrer en détail dans tout ce qu'elle propose, mais on va la balayer pour que vous ayez envie d'aller en découvrir un peu plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez multitude d'informations, d'outils, de tableaux, de cartes qui sont assez faciles d'accès. Donc, voilà, pour commencer, des ressources statistiques. On a ensuite des vidéos qui renvoient sur la chaîne, la chaîne YouTube de l'INSEE nationale avec de nombreuses vidéos pédagogiques sur différents sujets tels que le PIB, l'inflation, l'espérance de vie. Donc, il y a de très nombreuses vidéos qui sont vraiment bien faites et très instructives. Là, vous avez des outils aussi interactifs qui permettent de visualiser des données. Vous avez aussi donc statistiques et programmes scolaires. Donc là, il y a un renvoi sur le portail ministériel EduScol, la page culture statistique et enseignement. Donc là, c'est vraiment destiné voilà, au public enseignant. Vous avez aussi des informations sur la compétition européenne de statistiques organisée par Eurostat auprès des élèves de première et de terminale. Vous avez également des données statistiques à différents niveaux géographiques, donc des données locales. Et enfin, vous avez une rubrique pour approfondir. Alors là, vous aurez accès à tout le catalogue des publications de l'INSEE, qu'elles soient nationales ou régionales. Il y a également des liens vers le blog de l'INSEE, sirène.fr pour une matriculation des entreprises. Et pour votre information, voilà, je vous le dis, mais en tout cas, il est possible de s'abonner à ces publications pour les recevoir chaque avis de parution. Et on a également des lettres d'information électronique. Donc, chaque région a sa lettre d'information électronique qui recense en fait toutes les dernières actualités. Donc, elles sont publiées tous les mois. Donc, il faut s'abonner et c'est toujours intéressant pour se tenir au courant, voilà, des travaux de l'INSEE. Voilà, donc cette page, voilà, elle est assez facile d'accès à partir du menu général, voilà, de notre site internet. Je vais revenir au diaporama. Alors, du coup, bien sûr, dans sa volonté d'aller au-devant de tous les publics, l'INSEE est présent aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut y suivre aussi toute l'actualité. Donc nous avons un compte X, donc anciennement Twitter. Donc c'est un compte régional. Nous avons une chaîne YouTube dont je vous ai parlé. On peut retrouver toutes les vidéos pédagogiques, des présentations également, dont le replay du webinaire de décembre, par exemple. Nous avons un compte Instagram national
une application mobile gratuite et un compte LinkedIn national. Voilà. Donc, vous voyez que l'INSEE s'est vraiment adapté au mode de consommation de l'information pour s'ouvrir au grand public et essayer d'aller toucher, bien sûr, les plus jeunes qui sont voilà, de grands consommateurs de l'information numérique. Voilà, donc, on va terminer par quelques petites actualités. Oui, oui, bah effectivement, on va conclure avec quelques actualités récentes de l'INSEE. Donc là, la grosse actu, c'est le bilan démographique 2025. Donc vous avez sans doute entendu parler. Elle était très attendue des médias qui ont fait des reprises assez larges. Et le message principal de ce bilan démographique 2025, c'est que le solde naturel est désormais négatif en France. Depuis pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le solde naturel, c'est comme vous le savez la différence entre les naissances et les décès. Donc il y a un excédent des décès sur les naissances, donc qui tout est expliqué dans l'étude, mais c'est sous l'effet combiné d'une baisse d'une tendance à la baisse de la natalité depuis plusieurs années et également par un effet structurel de vieillissement de la population avec l'arrivée aux âges avancés de la population nombreuse du baby boom. Autre actualité brûlante, c'est également le lancement de la campagne de recensement de la population qui est en cours actuellement. D'ailleurs, je fais partie des recensés. Donc, c'est une opération annuelle très importante. Justement, c'est cette enquête qui permet notamment d'alimenter les données démographiques sur les logements, sur les ménages. Donc c'est une source très importante et du coup c'est le lancement là mi-janvier de l'EAR 2026. Autre actualité, c'est que l'ouverture du compte LinkedIn INSEE INSEE Occitanie début avril 2026, hein, donc c'est imminent. Et enfin, il y a eu également une publication sur les populations de référence en Occitanie hein, au 1er janvier 2023. Donc c'est une publication qui chaque année fait le point sur la population de la région et de ses communes, en mettant en évidence les dynamiques démographiques à l'œuvre dans les territoires. On y apprend quels sont les territoires les plus dynamiques, hein, notamment que la dynamique régionale est portée surtout par l'Hérault et la Haute-Garonne, et on y apprend également aussi que les territoires ruraux non périurbains sont particulièrement attractifs. Donc, nous vous invitons à les consulter. De toute façon, sur le document, sur le diaporama que l'on vous transmettra, il y a les liens directement qui vous permettent d'accéder aux études. Donc maintenant, des petits éléments de calendrier pour conclure. Donc, comme vous le savez, il y a eu un webinaire sur l'égalité homme-femme en décembre dernier. Donc là, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour l'éducation à l'information. Donc le prochain webinaire, ce sera courant mars, le 18 mars, sur les inégalités territoriales, analyser et comprendre les territoires, inégalités territoriales et échelle d'analyse pertinente. Donc c'est ce que je vous disais. Donc en fait, on a un certain nombre de jeux de données et il faudra se poser la question de comment comment appréhender ces données, à quelle échelle géographique les représenter, les analyser, quelles sont les échelles d'analyse pertinentes. Donc ce sera l'objet de cette présentation. Et enfin, au début avril, au 1er avril, hein, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le 1er avril. Donc savoir trouver des données socio-économiques utiles. Donc ce sera ce que vient de vous présenter Émilie, mais de façon plus approfondie, savoir où trouver des données économiques, démographiques, sur des thématiques données, et pour un peu vous familiariser euh, sur le site de l'INSEE avec beaucoup de données à disposition du public avec à chaque fois vous avez le jeu de données et ce qu'on appelle les métadonnées, donc ce que je vous disais, hein, tout ce qui accompagne les données, la source, la méthodologie de calcul, éventuellement les mises en garde, les millésimes des données, les territoires, tout ce qui permet d'appréhender au mieux la donnée et ce qui fait qu'une donnée est bel et bien construite à travers une méthodologie rigoureuse, des processus de production cadrés et qui permet
de documenter la population française et également d'aider les politiques publiques de tous les jours, quoi. Donc voilà. Bon, ça permet d'enrichir le débat et d'aider aux politiques publiques. Donc là, nous en avons fini. Merci de votre attention. On va pouvoir... Bien, ben, merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Oui, merci à tous et bah, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonne fin d'après-midi. Au Merci à vous. revoir. Au Merci. revoir.